Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mon petit YouTube, je vais faire une analyse de posture, tu l'as vu dans le titre, de Mathieu Blanchard. Il faut savoir un truc, c'est que depuis un an, tout le monde n'arrête pas de me parler de Mathieu Blanchard. Tout le monde me dit, mais t'as écouté son dernier épisode de podcast, t'as écouté sa remontada incroyable sur l'UTMB, mais il faut absolument que tu le rencontres, je suis sûr que vous allez trop bien vous entendre. Alors, c'est chose faite. Mesdames et messieurs, Mathieu Blanchard. Salut Mathieu. Salut, ça va? Moi, je suis content de te rencontrer pour de vrai. Alors, les gens savent qu'on est sur YouTube, c'est complètement factice. On a déjà eu le temps de prendre un café et ainsi de suite. Apparemment, t'es quelqu'un qui est absolument incroyable. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Écoute, regarde, j'arrive du Québec, du Canada, C'est juste vrai pour te voir. C'est vrai. Non, je rigole, je fais une petite tournée de film, mais je suis passé te voir parce que je suis à Toulouse ce soir. Donc, ce soir, t'as quoi? J'ai une tournée de film, j'ai fait une belle aventure polaire en février dernier au Canada, et puis là, je suis en train de présenter le film en faisant une petite tournée de France, et ce soir, c'est à Toulouse, donc Trop bien. bienvenue ici. Du coup, ça, tu l'avais pour de vrai ou Ouais, ça, c'est ouais, juste non, pour non, le côté un peu c'est mon marketing? petit côté québécois. Ouais, c'est vrai que tu vis au Québec. Je vis au Québec, ouais, ça fait bientôt 9 ans que je suis au Québec. Bon, depuis 2-3 ans, le sport de haut niveau a pris beaucoup de place dans ma vie, donc je voyage beaucoup sur les courses, donc j'y suis un petit peu moins, mais mon pied à terre est là-bas. Ouais. Hier, j'ai un patient qui m'a parlé de toi. C'est un patient qui s'est mis à la course à pied. Je lui ai dit, bah justement, demain, je vais faire une vidéo avec Mathieu Blanchard. Il me dit, mais non. J'ai dit, si. Et du coup, il a pas arrêté de me parler de toi pendant tout le truc. Il était trop saucé. Présente-toi, Mathieu, pour les gens qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Mathieu Blanchard, j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Je suis bien connu pour le sport de haut niveau, athlète professionnel en course à pied, plus particulièrement trail running, donc la course en nature, hors asphalte, hors béton, et plus précisément en ultra trail, donc des très longues distances en nature. Je fais aussi pas mal de coaching pour accompagner des coureurs et des coureuses. Et j'ai aussi une casquette d'aventurier, voilà, j'ai découvert que ça pouvait être un métier, je suis aventurier. Bon, avant ça aussi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur éventuellement, j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur dans un bureau. J'ai arrêté ça, voilà, pour partir sur des aventures un peu plus sympas qui m'animent plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que tout le monde me dit, il faut que tu rencontres Mathieu Blanchard. C'est qu'en fait, toutes ces casquettes-là, elles sont hyper intéressantes. Mathieu, moi, j'ai hâte de voir ce que ton corps a à nous raconter. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne déjà, bah bienvenue. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps des gens. Ce qu'on essaie de juger, c'est un peu de savoir si mes 12 ans de pratique de kiné me permettent de deviner un peu l'histoire des gens, juste en les regardant bouger. Donc on va tourner ça en jeu. J'explique souvent que c'est de la kiné spectacle. Clairement, je fais pas ça au cabinet, j'ai pas le temps d'essayer de deviner les douleurs des patients. Ça va quand même plus vite d'avoir quelqu'un qui me dit j'ai mal au genou plutôt que de deviner qu'il a mal au genou. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Le petit jeu va être le suivant. Moi, je vais sortir du champ. Tu vois que derrière, je t'ai dessiné en train de courir avec une médaille en argent, celle de l'UTMB. Peut-être tu nous le raconteras. Et tu vas me mettre dessus tes anciennes blessures, tes douleurs actuelles, ce que tu estimes être tes points forts et ce que tu estimes être tes points faibles. Et après, je vais regarder ton corps et je vais essayer de les deviner. Ça roule? Allez, c'est parti. Allez, les anciennes blessures, j'ai commencé la course très fort au début, donc j'ai eu tous les trucs classiques de coureur. Alors c'est pas vraiment des blessures, c'est plus des inflammations, mais disons que ça m'a gêné. Je les ai plus aujourd'hui, hein, mais j'ai eu les périostites x2 des deux côtés. En même temps, j'avais les TFL, le syndrome de l'essuie-glace sur le bord du genou, x2 les deux côtés. Tendon d'Achille, x2, donc les inflammations au niveau des deux tendons. Alors ça, faut savoir que quand j'ai commencé à courir en 2014, j'ai eu mal au tendon dès le début et ça a duré jusqu'à 2022. C'est tout nouveau, c'est la première fois que je cours sans avoir mal au tendon d'Achille. J'ai l'impression de voler, c'est génial. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai dormi beaucoup plus et ma compagne s'est mise à vraiment bien cuisiner, donc peut-être une alimentation moins inflammatoire, ce qui fait que les tendons d'Achille ont disparu. Après, on est rentré sur un truc qui m'a duré longtemps, qui a été vraiment embêtant. Piriforme, en fait, qui pinçait le nerf sciatique, voilà. C'était pas une blessure, mais c'était une gêne, voilà, je l'avais sur le côté, c'était vraiment pas agréable. La vraie première blessure et la seule finalement que j'ai eue qui m'a fait arrêter de courir, et ça a été dramatique dans ma vie parce que voilà, j'ai arrêté de courir, j'ai perdu mon identité, je pouvais plus aller voir mes amis, c'est très difficile. J'ai fait une grosse dépression, en même temps je me suis séparé de mon ex, donc bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi que j'ai fait la fracture. Stress, fracture de l'aile du sacrum. Donc il faut savoir que le sacrum, c'est quand même un os qui est proche de la colonne vertébrale, proche du centre de gravité qui connecte la colonne vertébrale au bassin, et donc c'est un endroit central qui est toujours sollicité, et donc quand on est assis ça fait mal, couché ça fait mal, debout ça fait mal, c'est l'enfer. Après évidemment je suis trailer, donc des chevilles, des entorses de cheville, j'en ai fait à répétition, et j'en ai fait une récemment cette année, mai 2022, cheville gauche. Ça m'a fait très peur parce que j'avais un gros objectif cette année qui était l'UTMB 3 mois plus tard, donc c'est sûr se faire une entorse grade 2, c'est quand même chaud à 3 mois la course. L'UTMB c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, ça a lieu fin août, c'est la course un petit peu la finale de la Coupe du Monde de notre sport de l'Ultra Trail. Ça se passe à Chamonix, c'est une grosse course, 172 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, mais voilà, avec quelques techniques, optimisme, solliciter ma cheville, j'ai réussi à arriver avec une cheville pas trop mal à l'UTMB, mais encore aujourd'hui je sens qu'elle a moins de mobilité, donc c'est embêtant. Dans les trails on a besoin d'avoir des chevilles très mobiles. Les douleurs actuelles, il n'y en a pas, ça c'est génial, ça arrive rarement, et puis limite c'est étrange qu'on n'a pas de douleur parce qu'on est toujours, moi je suis toujours habitué à avoir toujours un petit pic dans mon cerveau quand il y a quelque chose, tendon d'Achille, un genou quelque part, et donc c'est une habitude d'avoir un petit truc qui pique dans le cerveau et de avoir rien. En fait je suis en train de courir et j'attends d'avoir quelque chose, il n'y a rien qui se passe, c'est bizarre. Je pense aussi que j'ai rien parce que ça fait la deuxième année que je fais ça, je fais un jeûne de 1 semaine totale et je fais ça entre le 24 décembre et le 31. En fait moi je rentre au Québec, ma famille est en France, donc le 24 je fais un repas de Noël avec tous les Rémis sans famille comme moi à Montréal, les Français
Français qui rentrent pas en France. À partir du 25, j'arrête de manger, je reprends le 31. Ça fait la 2e année consécutive que je fais ça et à la sortie du jeûne, toutes mes petites inflammations qui se sont développées dans l'année ont totalement disparu. Je sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que le corps mange les inflammations parce que c'est ce qui est un petit peu fragile? Je sais pas. Aucune douleur en ce moment. Point fort. Alors, on va partir en haut du corps. Moi, j'ai commencé la course à pied assez tard et le trail, en fait, ça fait que 5 ans en arrière. Avant ça, je faisais des sports plutôt kitesurf, plongée sous-marine, rugby, beaucoup de musculation. Donc, j'ai développé un haut du corps assez solide. Aujourd'hui, je m'en sers en course à pied parce qu'en trail, on utilise beaucoup les bâtons. On s'appuie sur les jambes, on s'appuie des fois sur des arbres en descend. Donc, avoir un haut du corps solide aide. Haut du corps comparé à d'autres coureurs fort. Mais je vais le mettre aussi en point faible, poids. Alors, évidemment, je porte pas trop de masse grasse, mais en termes de muscles, c'est sûr qu'il y a une mémoire musculaire. Mes pectoraux, mes épaules sont restés. C'est dense le muscle et c'est lourd. C'est quelque chose que je porte pour rien quand c'est en descente ou quand c'est à plat parce que je les utilise pas sur les bâtons. Point fort, je suis vraiment un gros descendeur. Donc il y a les descentes, les montées, le plat. Chacun a ses particularités. Moi, je suis un gros descendeur. J'imagine que c'est parce que j'ai pas peur. J'ai fait beaucoup de BMX, de motocross, donc de VTT descente, donc j'ai l'habitude de lire le terrain. J'ai pas d'appréhension. Comme quand on commence le ski, il y en a qui sont en arrière, puis il y en a qui sont en avant, qui attaquent la pente, mais je suis plutôt dans ce genre-là. Je pense aussi qu'au niveau musculaire, les quads sont vraiment solides. C'est vraiment ce qui permet de faire le frein, de tenir en descente. Point faible, le fait d'avoir eu les tendons d'Achille très douloureux pendant 5-6 ans, là, je sollicitais moins mes tendons d'Achille et donc mes mollets, puisqu'ils sont connectés. Donc je trouve que mes mollets sont un petit peu plus faibles. Je les travaille fort, surtout que depuis que j'ai plus mal aux tendons d'Achille. Je vois qu'ils prennent du volume, je les charge et puis éventuellement les mollets vont passer en fort. C'est pas mal. Greg, c'est bon? Je crois que tu viens de battre un record. Hein. Il m'a coupé, j'en avais d'autres à dire. Hein. Tu m'as pris pour un devin, je vais jamais réussir à trouver tout ça. Il m'a dit que c'était toi le champion. merde. Mais au moins, tu trouveras au moins quelque chose parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça marchera dans tous les Ah cas. oui, je peux pas. 7 minutes. 7 minutes, j'avais beaucoup de choses à raconter. Est-ce que j'avais eu beaucoup de blessures ou est-ce que je t'ai bluffé? À toi de découvrir. C'est la première fois que quelqu'un voudrait me bluffer. 7 minutes, moi j'ai jamais tenu aussi longtemps. C'est le titre de ta tape. Sur cette bonne blague, tu peux. Déjà comme avec un mec en slip. Tiens, en parlant de mec en slip. Me voilà. Vu comme tu me regardes, je suis pas sûr qu'on va faire une analyse posturale là. Ah mais je m'attendais pas à ce que tu sois si musclé en vrai. Quand on te voit sous la petite doudoune de Québécois, je m'attendais à un corps de coureur. Là, on a un corps de militaire. Un chat maigre. Ouais, c'est exactement ça, chat maigre. Tu vois, Major Gérald? Je t'ai pas tout dit, peut-être que j'étais militaire avant. Ah, ok. Bon, allez. Alors là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour le coup, c'est assez rare. Vous savez que je suis vraiment pas le genre à attirer mon attention sur une asymétrie de longueur de jambe inférieure, à savoir une jambe plus courte que l'autre. Vous le savez, je le dis souvent, en dessous de 2 cm, on s'en bat les steaks. Par contre, ce qu'on peut voir chez Mathieu, et ça, c'est hyper intéressant, regardez juste ses genoux. Et on peut voir qu'il a déjà les genoux qui déconnent. On a le pied droit qui est complètement en rotation interne par rapport au pied gauche. La comparaison avec le pied droit qui s'écroule, avec peu d'arche plantaire, avec un pied gauche qui est plutôt actif. Donc là, on peut directement voir, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, regarde la taille de la rotule, il y a au moins 3 cm. Il y a 2 travers de doigts de différence, ne serait-ce que par rapport à la rotule. On peut voir des vastes internes qui sont plutôt bien développés. On ne voit pas de varices et on voit, mine de rien, je ne sais pas si tu arrives à le voir à l'œil nu, une différence de développement musculaire entre le pied gauche et le pied droit, où il a un mollet à droite qui est plus épais et assez marrant, qui est aussi plus tonique à la palpation. Donc moi, ma théorie, c'est qu'à mon avis, il a dû avoir à un moment donné une merde au niveau du pied droit, mais qu'il a super bien compensé au niveau de la musculature. Attention, parfois on peut se faire biaiser, c'est-à-dire qu'on peut très bien surdévelopper une musculature. À mon avis, comme il est sportif de haut niveau, c'est probablement ce qui s'est passé. Surdévelopper une musculature pour compenser une blessure, ou il y a l'autre possibilité qui est tout à fait possible. Il avait une problématique à gauche, et du coup, il a surcompensé à droite. Mais ça expliquerait pas tellement l'affaissement du pied. Pour moi, à mon avis, il a plutôt dû avoir un problème à droite. Il a surcompensé sur beaucoup de musculature et qu'à gauche c'est un peu son pied normal. Mais là, si on re-regarde les crêtes iliaques, on retrouve quasiment l'épine iliaque antéro-supérieure et on peut voir que là ici il y a ce décalage. Donc chose hyper intéressante. Je chuchote parce qu'il est censé pas m'entendre, mais en fait il est juste à côté. Chose hyper intéressante, c'est que je vous le dis et je vous le répète, la symétrie, en 2 mots, n'est pas nécessaire pour avoir une performance. Et quand on voit, il a fini 2e à l'UTMB, de base il est complètement asymétrique. Donc soyez rassurés, si vous êtes comme Mathieu asymétrique. On peut le voir, ne serait-ce que la distance par rapport au bras. C'est-à-dire que spontanément, en fait, cette inégalité de longueur de membre inférieur va se manifester au niveau de son bassin, donc forcément au niveau de son dos. Et du coup, il va y avoir moins d'angle là et plus d'angle ici. Et là, on va avoir son rachis thoraco-lombaire, enfin même lombaire, hein, là, au niveau à peu près de L3, qui est déjà en shift sur le côté. Intéressant, hein. Par contre, au niveau du haut du buste, il arrive quasiment à récupérer parce que les clavicules, là, on n'a plus qu'un seul travers de doigt. Donc en fait, son asymétrie au niveau du bassin, il la récupère bien au niveau du dos. Et ça, c'est parce qu'on a plusieurs vertèbres. Ça me donne probablement 2 informations
informations clés, soit c'est sa génétique qui est comme ça et c'est tout à fait ok, il s'est construit, mais il y a un tel déséquilibre finalement, jambe droite, jambe gauche, que je partirais sur une blessure peut-être plutôt ancienne, assez costaude, a priori plutôt à droite, mais sur laquelle il a surcompensé. Comme il est athlète de haut niveau, je dirais même que probablement ça a fait un peu partie de son identité de sportif. Il a appris des tas de choses au cours de cette rémission de blessure ou cette rééducation qui l'a permis d'aller plus loin dans la recherche de son corps. Là, on a une cicatrice. Alors, vous savez que la cicatrice, c'est vraiment pas mon point fort, mais par contre, si on regarde, il n'y a pas les petits points caractéristiques d'une cicatrice chirurgicale. Je ne saurais pas tellement le dire, mais finalement, je pense que ça a été assez superficiel. Ça doit être plutôt récent et à mon avis, c'est pas un gros truc, même si elle est grande. Pour moi, je dirais vraiment juste une plaie superficielle. Peut-être que ça a été refermé juste avec de la colle ou des strips, mais encore une fois, clairement, l'analyse des plaies, c'est pas mon point fort. De profil, s'il te plaît. Première chose, moi, qui m'a marqué quand il est rentré, on a des pectoraux qui sont très prononcés, assez rares chez les coureurs. Dans la course à pied, on n'a pas vraiment besoin du haut du corps. Et même d'avoir des muscles hypertrophiés au niveau du haut du corps, bah, ça va dépenser beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, même si le rôle des bras est important dans la course à pied. Donc des pectoraux, oui. Je rappelle, je fais du trail. C'est pas le même sport que la course à pied. Pardon, monsieur. De toute façon, les gens ont déjà quitté la vidéo. Là, avec ce qu'il m'a dit, le clash Mathieu Blanchard versus Major Mouvement. En trail, on peut utiliser les bras. Je te parle des bâtons. Non, tu n'utilises pas les bâtons à ton niveau, tu n'utilises pas les bâtons. Bien sûr, c'est obligatoire. 30% d'économie sur un UTMB. Donc tu sais les utiliser, si t'as le corps pour les utiliser. Donc, tu as le corps pour les utiliser. Donc, ça, c'est Oui, grâce aux bâtons. En fait, c'est vraiment le travail des grands mecs. Donc, on va voir le triceps. C'est pour ça que la course à pied, t'as pas essayé la vraie course à pied, c'est le trail. Mais moi, ce que Arrête j'ai d'aller essayé, courir dans moi- les déserts et Mais autour. moi, à j'ai fait des Sparrow. trucs gentils, moi. Mais voilà, t'as pas fait le vrai là. Viens, je t'amène. Ce qu'on peut voir juste derrière, c'est les triceps caractéristiques des mecs qui utilisent beaucoup les bâtons. C'est le mec qui essaie de se ramener comme il peut. Juste là, une hypertrophie des cartilages costauds. Les personnes chez qui on retrouve le plus ça, ce sont les surfeurs. Tout simplement parce que le contact sur la planche fait que, en fait, au bout d'un moment, ça fait mal. Ils vont commencer à construire, je crois que ce sont des bourrelets graisseux ou même une augmentation de l'épaisseur du cartilage pour éviter de faire mal. Probablement que tu as fait du surf. Tiens, je vais vérifier un truc. Tu peux te pencher en arrière, s'il te plaît? Avec les mains comme ça. Ouais. Alors oui et non, c'est-à-dire que spontanément un surfeur, il n'aurait même pas eu besoin que je lui explique, il y serait allé très facilement. Lui, il y est allé, mais il a eu besoin que je lui explique, il est allé loin. À mon avis, c'est pas le surf. Il y a une autre possibilité, on peut retrouver ça chez les apnéistes. Tu peux inspirer à fond, s'il te plaît? Là, en fait, il a une grande capacité diaphragmatique et c'est pour ça, pour venir capter un maximum d'air. Donc, à mon avis, tu as plutôt fait pas mal d'entraînement en apnée. La dernière possibilité plus rare, c'est sur certaines pathologies pulmonaires, mais encore une fois, peu compatible avec un sportif de haut niveau. Donc, je mettrai un billet plutôt sur du travail d'apnée. Là, on a un truc qui est assez intéressant. Tiens, zoom, regarde la couleur de ses pieds. Ils sont déjà bleus. Donc ça, c'est assez significatif des coureurs de haut niveau. C'est que parfois, on peut avoir des problèmes circulatoires par rapport à l'excès de sport et avoir des problèmes un peu type varices. Là, le fait qu'il ait les pieds bleus et même un petit peu froid, ça nous indique juste que le sang descend à cause de la gravité, qu'il a un peu plus de mal à remonter. Donc, il n'est pas impossible soit qu'il court avec des chaussettes de contention quand il a l'habitude. Là aussi, pour être tout à fait franc, l'aspect vasculaire, c'est vraiment pas mon domaine. Il y a des cardiologues ou même des angiologues qui sont beaucoup plus spécialisés que ça. On peut voir de profil des masses musculaires assez développées derrière, mais surtout devant pour les releveurs. Est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît, Mathieu? Là, on peut le voir, hein, clairement. Un des super exercices pour prévenir notamment des périostites, c'est cette capacité des releveurs à encaisser. On peut voir là son muscle pédieux, donc qui est responsable de l'élévation des pieds, et on voit très bien ses tendons au niveau des pieds. Tiens, ça c'est assez pour le coup typique des trailers. Ici, des ampoules, systématiquement, puisqu'en fait le pied vient buter sur l'avant de la chaussure, mais qu'il tolère très bien, parce que ça l'empêche pas de s'entraîner, et qui n'ont pas évolué dans des ampoules qui deviennent un peu plus compliquées. Et de dos, on retrouve cette asymétrie, hein, encore plus prononcée maintenant que ça fait longtemps qu'il est debout, avec le bassin qui vient complètement se développer. On peut voir une bonne masse musculaire au niveau du dos. Tu peux serrer les omoplates. Ça? Ouais, direct au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc à mon avis, on va retrouver chez lui probablement un passé un peu de grimpeur. Après, comme il me l'a gentiment évoqué tout à l'heure, peut-être que c'est dans le trail qu'il s'est développé ces bonnes épaules-là pour du tirage, pour de la marche. Quelque part, son seul point faible, mais qui est plus lié à sa génétique, ce sont ses trapèzes. Je parle de point faible, toute proportion gardée, on est bien d'accord, c'est qu'il est vraiment taillé au couteau, Mathieu, un peu sur ce côté chat maigre. Comme il a des clavicules un petit peu longues, il a proportionnellement moins de trapèzes élevés. Ça, je l'avais pas vu au niveau du nombril. En fait, quand on met le doigt dessus, on sent que c'est un peu comme si c'était, comment dire, granuleux, comme si j'appuyais un peu dans du sable qui rentre. Donc en fait là c'est quoi? C'est qu'on a la ligne blanche des grands droits qui est juste là. Et parfois cette ligne blanche elle peut légèrement s'écarter. On l'avait vu notamment avec Thibaut InShape. J'ai re-regardé la vidéo d'analyse, tu nous la mettras là. Ce qu'on appelle un diastasis des grands droits avec la ligne blanche qui s'écarte un petit peu. Et là en fait c'est juste une légère hernie ombilicale. C'est pas douloureux ni à la palpation. Tous, voir. Vous voyez, quand il tousse, ça ressort. C'est juste la pression des abdos qui fait ressortir derrière. Quand c'est pas douloureux, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste
juste s'assurer de bien travailler les grands droits. Si jamais ça devient vraiment inesthétique et ou douloureux, on peut intervenir principalement, je crois que c'est de la chirurgie digestive et ou esthétique pour resserrer la ligne blanche. Penche-toi en avant, Mathieu. Je suis pas plus loin que ça. Ok, mets-toi de profil et tu me fais la même chose. Donc là, on peut voir qu'au niveau thoracique, il est encore bien aligné. Enroule, 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 enroule. Là, il est toujours bien. Vas-y, encore, enroule. Et non, c'est pas une scoliose. Hein. Non, c'est pas une scoliose. Donc vraiment, c'est, à mon avis, je reste sur une blessure de membre inférieur. Penche-toi à gauche. Bonne mobilité lombaire gauche. Penche-toi à droite. Bonne mobilité lombaire droite. Il y a peut-être un petit point de blocage juste là qu'on va venir rechercher tout à l'heure. 10 squats, s'il te plaît. 5 de face, 5 de profil. On peut voir sur le squat, hyper intéressant. Sur le squat de face, il avait une petite tendance à l'évitement de la jambe droite et après, si je ne me trompe pas, on regardera où après il décharge pas mal à gauche. Donc à mon avis, il a dû avoir une bonne stratégie fessière à gauche. Et par contre, quand il vient me chercher le squat, il a principalement une stratégie de hanche et assez peu de cheville. Donc à mon avis, légère restriction de mobilité de cheville. Donc il confirmait à mon hypothèse d'une problématique genou et cheville à droite. La course pour le coup en trail, c'est beaucoup d'excentrique, c'est beaucoup de récupération sur des plateaux instables avec toute cette chaîne justement, long fléchisseur de la luxe avec toute la chaîne interne, les solaires et les jumeaux, le vaste interne, les adducteurs, justement qui vont être responsables de cette réception lors de la course. Sur le dos. Donc là, normalement, ce qu'on devrait retrouver chez les trailers, c'est plutôt une raideur des mollets. Hop. Pour stabiliser. Ouais, en fait, contrairement à ce qu'on pense, en fait, ça devient quasiment une adaptation d'avoir des mollets relativement raides et des tendons relativement raides. N'oubliez pas, les tendons, vraiment, c'est un ressort. Et chez les trailers qui ont beaucoup besoin de l'utiliser, c'est plus facile d'avoir un ressort avec peu d'amplitude et qui restitue bien qu'avoir systématiquement un ressort qui a besoin d'être complètement comprimé pour restituer. Donc, c'est pas du tout anormal chez les trailers d'avoir une restriction de mobilité de cheville. Et chez lui, bah, c'est plutôt pas mal. On a un joli moins 10 degrés et on a un peu plus de l'autre côté. Donc, de nouveau, plutôt une raideur à droite. Au niveau des ischios, on va retrouver plutôt la même chose. Hein. C'est normal d'avoir des ischios plutôt raides, une chaîne poste plutôt raide. Il n'est pas nécessaire de le travailler. Ce qui est plus intéressant pour les trailers, ça va être tout ce qui va être travail de gamme et de restitution d'énergie et travail de force de la chaîne poste. On regarde les circonductions de hanche. Ouais, ça bouge bien. Là, ça fait mal un peu, Mathieu, ou pas? C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais ça va. La douleur, ouais, c'est une notion particulière. Ouais, pour toi, ouais. C'est pas que j'aime bien, mais c'est que ça me fait pas mal en fait. Enfin, je me suis un peu accoutumé à ça. Et puis en ayant fait des courses, en poussant mon corps dans des dimensions assez extrêmes, finalement, ben, je me rends compte qu'il faut avoir une sorte d'accoutumance. Ouais. C'est pas que j'aime, mais c'est que je suis capable de rester longtemps là-dedans sans que ce soit trop inconfortable. Justement, ils avaient fait des études justement sur cette accoutumance à la douleur chez les ultra-trailers. Ils s'étaient rendu compte en effet qu'à douleur ressentie égale, les ultra-trailers, tu sais, on a des EVA, des échelles visuelles de la douleur. Et en fait, les trailers mettent une note plus basse. Ouais, exactement pour ce que tu décris. En fait, quand tu soumets sans cesse son corps à des douleurs extrêmes, choisies, encore une fois, c'est quand même toute la différence. Hein. C'est pas pareil de subir une torture et une douleur extrême choisie. Et bien en fait, ton corps il va s'habituer, ton cerveau va s'habituer. Juste, par exemple, si je te pince, bah, en fait, tu vas le ressentir moins fort que si je pince quelqu'un qui n'est pas entraîné. La perception sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Ouais. Et je sais bien faire la différence entre une douleur qui pourrait m'amener à une blessure et une douleur qui est simplement une fatigue musculaire, physique, articulaire, qui est juste normale, mais qui fait partie du jeu, quoi. Voilà. Ouais, en fait, c'est souvent nous ce qu'on explique aussi, c'est une différence entre une mauvaise douleur et un inconfort, même parfois très inconfortable, du travail musculaire. Par exemple, une crampe, c'est tout à fait bénin. À l'inverse, une déchirure musculaire, c'est pas pareil. Une petite irritation, tu vois, d'un TFL que tu es capable de bien encaisser, qui peut parfois arriver au bout du 22e et repartir au 27e, bah en fait, ton corps, il sait l'analyser. Plus difficile, c'est la fatigue musculaire aussi. Hein. Les quads, ils sont fatigués, ils veulent plus se contracter ni en descendre ni en monter. C'est une douleur qui est vive, qui t'irradie tout le corps, mais c'est là où tu peux vraiment t'amener dans des dimensions extrêmes en termes de douleur. Ouais. J'étais en train d'écouter ton podcast, donc dans ton bain. Ce qui m'a le plus surpris, c'est Alix au ravito. J'ai presque l'impression qu'elle est ton cerveau. Hein. Mais du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire, si tu as un cerveau qui arrive, c'est quoi les ravitaux? C'est toutes les sur l'UTMB? C'est plus ils calculent en termes d'heures, quoi. Ben bon, on va dire à peu près tous les 15 kilos à peu près. Donc là, regardez, ça c'est assez intéressant. J'ai pas encore regardé l'autre côté, mais là on a une vraie laxité. Hein. On a un tiroir antérieur au niveau du genou droit. Donc là, je viens tester la présence de ligaments croisés. Pour savoir si c'est une atteinte du ligament croisé ou si c'est génétique, j'ai besoin évidemment, comme à chaque fois, de tester l'autre côté. C'est qu'on sent dans les questions que tu poses que toi, tu as un niveau de lucidité, t'es pas à 100% de tes capacités de compréhension. Elle l'est pour toi, mais pourtant, tu es quand même obligé de faire une course. C'est combien l'UTMB? C'est 172 km, 10 000 des plus. Après, l'ultra trail, ça se compte plus en temps. On a la même chose des deux côtés. Donc en fait, il a une laxité des deux côtés. Donc soit peu probable, il s'est pété les deux croisés, soit il a une génétique qui fait qu'il a des croisés qui sont plutôt laxes.
J'ai pas la possibilité de le savoir. Et donc oui, le mental, c'est aussi quelque chose qui est hyper important dans ce sport-là. Et tu l'as très bien dit, la lucidité, tu la perds totalement dans un ultra trail pour tout le monde. Même quand tu es habitué, tout le monde perd la lucidité, du Kilian Jornet jusqu'à l'amateur. Tu te nourris moins bien, tu te nourris plus aux heures. Il faut se nourrir toutes les 15 minutes par exemple, tu le fais plus. Plus les bonnes quantités, plus l'eau. Et donc il faut effectivement un deuxième cerveau pour te rappeler un petit peu l'échelle du temps. Si tu la perds, le temps peut se comprimer, peut s'écarter. Si tu n'as pas quelqu'un pour te recadrer, tu divagues. T'as déjà eu des situations dangereuses pour toi à cause de cette perte de lucidité? Tu t'es déjà perdu, t'es déjà tombé dans un fossé ou des nutritions sévères? Non, parce que ouais, ces courses-là, on les fait quand même dans un cadre tu vois, assez sécuritaire avec des secours. Donc voilà, en général, tu te mets pas trop en danger ou peut-être tu t'en rends pas compte. C'est vrai que des fois, on passe sur des ridges et j'ai remarqué quand on est sur des crêtes acérées, quand je le fais à l'entraînement, que j'ai pleine lucidité, j'ai vraiment peur, je fais attention. Quand je suis en course, je perds totalement cette peur-là. Ah ouais? Ça devient dangereux. T'as plus peur, du coup tu T'as peux plus te peur, mettre à tu prends risque, plus de risques. tu peux mettre plus de vitesse. Exactement. Ouais. Et sur un corps qui a moins de capacité d'encaissement que ce qui Et de réflexe aussi. Ouais. Je sais qu'on n'a pas du tout couru au même niveau, mais tu vois, moi ça m'est arrivé 2 fois de sentir vraiment que j'étais en lucidité. La dernière fois que ça m'est arrivé avec Goulven, c'était quand j'ai fait l'épreuve longue là, du Half Marathon des Sables. 60 kilos à peu près. C'était 65 quoi. Ouais, excuse-moi. Ah, 67. tu sais, à mon niveau, 5 kilos, ça fait la différence. 62. Ta gueule. Tu me couperas Goulven au montage. Tiens, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser. Est-ce que d'avoir fait de l'ultra trail, ça t'a tellement banalisé des distances longues, t'arrives quand même à regarder des gens qui ont fait des distances plus courtes, tu vois, sans les regarder de haut? Alors en fait, il n'y a pas que le paramètre distance à regarder, le paramètre intensité aussi. Tu vois, un effort de 5 km à bloc sur la route, j'ai jamais fait, ça me tue. Le cœur qui tape au plafond, tu sais, c'est un 5 km sur route, c'est vraiment très douloureux pour moi. Un 65 kg sur un trail un peu costaud à bloc, c'est très difficile, tu vois. Moi, une ultra trail du Mont Blanc, oui, c'est long, mais tu es dans un effort cardiovasculaire et d'endurance c'est mes forces en fait, beaucoup plus confortable et c'est moins douloureux mentalement et sur le global après cette course-là qu'un 65 kg à bloc à montagne, tu vois. Donc attention à la notion de distance. Parce que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, finalement, l'UTMB, la difficulté, ça va être le dénivelé, la technicité du terrain, la météo. C'est toute la gestion aussi, la gestion des paramètres autres que la course à pied. La course à pied, finalement, c'est le paramètre le plus facile. Ah ouais? Parce que Ah c'est oui. souvent ce qui fait le plus peur aux gens. Non, mais non, en fait, le problème, c'est que si tu sais pas te nourrir, si tu sais pas rentrer la quantité de calories adéquate qui est énorme, parce que tu l'oublies ou parce que ton système digestif n'est pas capable de le rentrer, ben en fait, c'est comme une voiture qui tombe en panne. T'as beau avoir le plus gros corps musclé, préparé, une VO2 max à 90, un bon coureur, t'arriveras pas. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils gerbent, ils chient, ils En fait, s'endorment. ils entraînent pas. Tout est un muscle pour moi. Le cerveau, ça se prépare, les muscles, ça se prépare, les articulations, ça se prépare et le système digestif aussi. En gros, ils oublient à l'entraînement d'essayer de rentrer 200-300 cales à l'heure, qui est quand même énorme, tu vois. Ce qui fait que le système digestif qui reçoit tout ça le jour de la course, en plus, il y a le stress qui se rajoute, ben, ça fonctionne pas. Ça se bloque, donc c'est diarrhée, vomissement, nausée. Donc après, tu peux plus rentrer de nourriture et tu te craches, c'est fini. Tu fais des fautes, tu tournes tes chevilles parce que t'es plus connecté. Et Ça, à puis, ton niveau, ça t'arrive encore? ça m'arrive beaucoup moins parce que j'ai l'habitude et je m'entraîne à manger à l'entraînement. Même si j'en ai pas besoin à l'entraînement sur une longue sortie, je me force à manger, à me gaver pour entraîner mon système digestif à rentrer toutes ces calories. Donc c'est un peu comme si une voiture voulait faire les 24 heures du Mans, tu regardes le moteur, les pneus, mais surtout l'alimentation que tu vas avoir tout au long de la course. Le fluide que tu vas mettre à l'intérieur. Ouais. Après, en trail, le renfort musculaire est hyper important aussi. On le dit beaucoup sur la route, mais en trail, c'est vraiment, ça fait la différence. Ok Mathieu, je pense que je peux faire mes conclusions. Déjà, il faut savoir que c'est hyper dur de te lire. En fait, le truc, c'est que un peu comme avec Greg MMA, vous êtes habitué à la douleur. 95% des gens, quand je leur appuie sur des points douloureux, ils vont faire un truc, ils vont machin. En fait, vous réagissez pas. Donc en fait, j'ai pas le moyen. Je suis un légume, quoi. T'es un légume qui court, c'est ça. J'ai pas de lecture sur qu'est-ce qui vous fait mal. Donc ça m'enlève tout un paramètre d'interprétation de ce qui pourrait vous faire mal. Ce qui me reste comme paramètre, c'est de l'analyse visuelle, qui n'est pas fiable du tout. Mais finalement, j'ai tellement d'éléments sur une douleur et ou à droite que si je devais dire quelque chose, c'est que par ordre de probabilité, je serais parti sur une rupture des croisés, mais finalement, allez, je mettrais à 10-15% de chance que tu te sois fait les 2 croisés de chaque côté, que tu compenses bien par une bonne stabilité musculaire. Ce qui est possible, je pense plutôt à l'inverse que si tu as ces 2 instabilités de chaque côté, on pourrait imaginer que sous le trail et sous l'effet du trail, tu es tellement tapé dans les genoux que tu es fait micro-entorse sur micro-entorse et que tu te sois fait des instabilités en fait de genoux, mais tellement bien compensé par le plan musculaire que tu l'encaisses très très bien. Justement, on l'avait vu, ça avait fait grand bruit, une vidéo que j'avais trouvée passionnante de Kilian Jornet qui s'entraînait à sauter sur sa cheville. Et en fait, ce qui est tout à fait normal pour des athlètes de haut niveau, c'est qu'en fait, quand tu fais du trail, ça t'arrive 20 fois, 30 fois, 40 fois en fait d'avoir le pied qui tombe comme ça. Alors moi, je le fais parce que j'ai aussi des chevilles assez laxes. Mais en fait, tu t'entraînes là-dessus parce que... Ah putain! Mais comment? On a perdu ma jambe. Tu vois, les gens quand ils voient ça, t'as un peu le côté genre, c'est l'équivalent
l'équivalent du Jefferson curl pour les chevilles, tu vois. C'est l'idée, tu vas te renforcer dans ce dont ton corps a besoin parce que de toute façon, dans ton épreuve sportive, tu vas le subir. Plein d'amplitude articulaire. Et vraiment, il faut comprendre ton système ligamentaire, s'il est un peu pris à défaut, bah, tu as tout ton plan musculaire qui est capable de l'encaisser. Évidemment, il faut être ultra progressif, il faut avoir un intérêt sportif pour le faire. Donc pour tes genoux, je mets un gros point d'interrogation, mais je dirais pas nécessairement de douleur de genou. Normalement, sur les gros traumas de cheville, qu'est-ce qu'on va retrouver sur des gros traumas de cheville? Eh ben, on va retrouver des signes d'opération chirurgicale, des plaques, donc on va retrouver des grandes cicatrices ici. Donc pour moi, je partirais probablement plutôt sur une fracture non déplacée, sur laquelle tu as dû avoir un plâtre à un moment donné, probablement plutôt à droite, et ou des entorses à répétition que tu as suggérées, probablement aussi à droite. Et ça, je mettrais, allez, à 60% de chance que c'est ce qui t'est arrivé. Au-dessus, je ne sais pas, ton dos, on peut très bien être raide, ne pas avoir de douleur, et être souple et avoir des douleurs. Donc la quantité de mouvement ne permet pas de savoir si on a des douleurs. Souvent, ce qui m'amène vers des douleurs, c'est quand je vois les gens se pencher en avant et qui couinent un peu. Mais ça, tu me l'as enlevé, poker face, quoi. J'avais très mal, je me suis... On a peut-être, tu me remettras quand il se penche à droite, un petit méplat ici. Donc on peut peut-être avoir une petite pointe lombaire ici, mais qui passe tellement sous les radars parce que c'est de l'articulaire pur et dur que de temps en temps tu t'étires et ça va bien. Ce que j'ai retrouvé par contre à la palpation, on a une petite raideur au niveau cervical où il y a une petite douleur là à droite, mais encore une fois, pour quelqu'un de ton niveau, à mon avis, ça passe aussi sous les radars, qui répond bien aux étirements. Ce qui m'a intéressé, c'est quand je suis venu chercher ton épaule juste là, sur la loge du grand rond. Là, je suis venu chercher, à mon avis, il devait avoir des petites douleurs. Quand j'ai appuyé dessus, tu as réagi en disant le renforcement musculaire, à mon avis, c'est une douleur d'épaule que tu arrives bien à gérer et que tu as compris qu'il fallait que tu renforces ton épaule, notamment ta coiffe des rotateurs pour diminuer cette douleur-là. Sur tes points forts, ton vrai point fort, c'est la compréhension de l'effort que tu vas faire, qui viendra de ton passé d'ingénieur, mais aussi, je pense que tu as une vraie curiosité là-dedans, qui te permet d'optimiser comme un Zidane ou comme un Messi, tu vois. Pas forcément le côté physique qui va faire qu'ils vont être au-dessus, c'est... Du génie. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, Merci, je suis un génie. Merci, il faudrait pas comme le dit. Donc, sur les points faibles, quasiment impossible à voir. Squat, c'est beaucoup trop bas, 5 squats à vide pour pouvoir identifier des points faibles pour toi. Je suis incapable de t'identifier des points faibles. Voilà, Mathieu. Le reveal. Ah! Sur les anciennes blessures, périostite x2, voilà, les deux côtés. Donc j'imagine que l'exercice des releveurs, tu as dû bien l'apprendre. Ouais, alors périostite, c'était vraiment au tout début. J'ai commencé à courir en 2014, j'avais jamais couru de ma vie. J'ai vraiment mis des pompes de course à pied la première fois en 2014, j'avais 26 ans quand même. Ouais. Et je suis allé un peu fort, donc évidemment, des périostites des deux côtés dès la première semaine. D'accord. Donc comment tu as géré ça? J'ai eu mal pendant 6 mois et puis j'ai couru là-dessus parce que j'en ai fait une normalité en fait. Je me disais c'est normal d'avoir des périostites. Pareil pour la deuxième ligne. Les TFL, Voilà, donc les inflammations du fascia latal. Exactement, de chaque donc côté. je courais là-dessus, ça a duré entre 6 mois et 1 an. C'était affreux. Puis ça a fini par disparaître un jour. Okay. Donc en fait, tu as poussé l'adaptation de ton corps. Assez risqué de faire ça. C'est une relation très malsaine avec la course à pied. Aujourd'hui, moi je suis coach. La notion de progressivité est hyper importante parce que j'étais vraiment méconnaissant. Donc en fait, on partage un truc tous les deux, c'est la clinique du coureur. Avec ici en bas, la courbe de à quel moment tu vas commencer à ressentir la douleur. Et au-dessus, les capacités d'adaptation de ton tissu. Et en fait, même si tu ressens de la douleur, tant que cette douleur, la clinique du coureur, il la quantifie souvent sur du 3 à 4 sur 10, tant qu'elle reste en dessous de la courbe d'adaptation des tissus, tu peux et avoir de la douleur et continuer à adapter tes tissus vers plus fort, plus endurant, plus efficace et ainsi de suite. Mais qu'il y a certains critères qui vont faire que quand tu dépasses cette douleur, alors en fait là tu n'es plus dans de l'adaptation mais tu es dans la désadaptation. Et probablement que toi ce que tu as fait pendant 6 mois, 1 an, c'est que tu étais vraiment genre là quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Quantification du stress mécanique et comme tu dis, il y a plein de signes. Ça peut être la douleur tout simplement hein, ou des raideurs aussi le matin, des courbatures. Tu vois, une raideur quand tu peux plus aller aux toilettes pour pisser parce que tu as trop mal au tendon d'Achille ou quoi, ben voilà, c'est un signe de dépassement de la courbe. Les 4 critères selon la clinique du coureur, c'est si jamais le lendemain tu as des douleurs qui persistent au-delà de 1 à 2 sur 10, si tu as un gonflement des tissus, à l'arrêt de l'effort, la douleur s'arrête dans les 10-15 secondes. Donc tu es là, tu es en train de courir 10 km, je m'arrête de courir parce que j'ai mal, j'attends 15-20 secondes, la douleur s'arrête, ok, c'est que je suis encore en dessous. Tendon d'Achille x2 de 2014 à 2020, 22. Cette année, l'année dernière. Donc en fait c'est ça ta douleur de cheville. C'est ça ton vrai truc merdique en fait. Bon, il y a eu... Cheville entorse, mai 2022, à gauche, grade 2. Ok, t'as dit droite, mais des droites, je l'ai fait plein de fois aussi. Hein. Donc, je suis tout le temps en compensation. Fracture de stress de fatigue au niveau de la sacro-iliaque. Mais non, Ouais. j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, bah si, stress fracture, fracture de fatigue, aile du sacrum, ça a été un des moments les plus durs de toute ma vie, ça. C'était où? À droite ou à gauche? Eh ben, je me souviens plus, tout à l'heure j'essaie de me rappeler, je me souviens plus si c'était à gauche ou à C'était droite. quand? C'était en 2019, janvier 2019. C'est juste cette partie-là, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, sur l'aile du sacrum. Ouais. Il y a d'autres coureurs d'ultra trail qui l'ont déjà fait. Ou là, donc c'est le genre de fracture non déplacée, t'as un trait de fracture, mais ça va être horrible. T'avais été en fauteuil roulant du coup ou pas? Presque. Horrible parce que en fait le médecin il m'avait dit que c'est un peu le centre de gravité. Position debout fait mal, position assis fait mal, position couché la nuit et à peine tu bouges, t'as un sabre qui te rentre dans le dos. Là le pire c'est que quand tu fais de l'activité physique, que tu te blesses en course à pied, faire du
vélo, la natation, Là, tu tu vois, pourrais rien faire. rien. Ouais. T'es planté dans ton canapé, t'attends et tu chiales. Et parce Ouais. que tu perds aussi ton identité de sportif, ton lien social. Parce que moi, je pars avec des sportifs courir, faire du vélo. Tu ne peux plus, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs semaines. Chanceux, on m'a dit 6 mois. Au bout de 3 mois, je recourais. Mais la seule grosse blessure, la vraie blessure, le reste, c'est plus inflammatoire. C'est des gènes pour moi, mais ça, c'était le gros truc, quoi. Piriforme, nerf sciatique. Ouais, ça a duré longtemps. Un petit Avant ou après ça? Non, avant. Troisième année de course, ça a duré 6 mois quand même. Ouais, piriforme ici, on n'a jamais trop su. C'était une faiblesse du piriforme, le nerf sciatique pincé, mais c'était un truc, une gêne qui n'était pas agréable, quoi. Donc le renfort derrière, beaucoup de moyens fessiers, beaucoup de squats, ça a soigné tout ça. Est-ce que tu as la même exigence envers toi-même qu'envers tes coachés? Au début, j'étais sur moi-même, j'étais vraiment un tube à essai. Je suis très expérimental à essayer, à toujours pousser proche de la limite, comme tu dis, dans tous les domaines, hein, que ce soit pas que, c'est pas que physique. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai une nouvelle relation. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que je préfère courir, faire du sport tous les jours sur l'année à une intensité et un volume un petit peu plus faible que faire 200 jours à bloc et les 100 jours, 150 jours restants blessés. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je fais de la programmation, j'écris le truc, j'écris des cases, je fais des courbes de progression pour moi, j'imprime ça, je pousse sur le mur et je mets des coups de stabilo dessus. On passe aux douleurs en ce moment. Donc, tu m'as mis au départ pas de douleur, mais tu m'as mis. Jeune, une semaine. Alors, périostite TFL, ça a duré 1 an la première année. Tendon d'Achille, ça a commencé au début, ça a duré jusqu'à 2022. Les 2 tendons d'Achille, l'enfer. T'as quand même fait 3e à l'UTMB. L'année dernière, même- 3e et 2e avec et- les et tendons d'Achille, deuxième. très douloureux. Ouais. Les tendons d'Achille, ça fait tellement longtemps que ça dure, là, depuis 2014, que c'est intégré à moi en fait. Là, ça fait quelques mois que je cours sans les tendons d'Achille et c'est bizarre en fait. J'attends dans mon cerveau le petit Le pic message, et je le là, sens déjà. pas, le message. Au début, c'était anormal, mais maintenant, ça devient très agréable et j'espère que ça va continuer. Je peux te poser une question, Mathieu. J'aimerais avoir ta réponse la plus franche possible. Des messages de professionnels de santé qui te disent que ce que tu fais, c'était pas bon pour ton corps. J'imagine que tu en as dû avoir un paquet. Comment tu l'entends? Comment tu le traites en fait? C'est vrai que les professionnels de la santé, je les consulte pas beaucoup. J'ai du mal à avoir confiance en professionnels de la santé. Je suis entouré de très bons professionnels de la santé, kinés, médecins du sport, mais j'ai souvent entendu des messages sur des diagnostics qui m'ont vraiment dérangé, voilà, qui n'étaient pas à jour, donc j'ai perdu confiance. Aujourd'hui, je me fais ma propre sauce. Je sais, pour moi, la douleur va de 1 à 10. Quand tu restes entre 1 et 5, c'est ok. Quand tu passes au-dessus de 5, tu te mets en danger. C'est la deuxième année que je fais la même expérience. Je fais un jeûne d'une semaine complète entre le 25 décembre et le 31. Je suis au Canada, je suis tout seul, ma famille est en France, donc je suis pas obligé de me coltiner à tous les repas de la mère qui sont séparés, le père, et puis etc. L'année dernière, j'avais fait ça. Je suis sorti de là, j'étais neuf. Régénéré. Aucune douleur dans mon corps dans le premier mois de janvier. Bon, après, c'est revenu avec la charge d'entraînement, quelques trucs sont revenus et là, je l'ai refait là il y a 2 semaines de ça. Zéro douleur. Donc, c'est très agréable. Je pousse beaucoup mon corps, surtout que là, je prépare un marathon, donc c'est très exigeant. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a ce que rien t'as à voir, ça l'habitude de tape faire. fort sur la route, c'est de la répétition, c'est un geste répété sur la piste. T'as un j'ai pas objectif l'habitude de temps faire. J'ai un objectif de temps, donc combien c'est sûr qu'on va essayer de passer en dessous de la barre des 2h30 et plus si affinité, on verra. Je le dis et je le répète et je le maintiens. Le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. T'es d'accord avec ça ou t'es pas d'accord avec cette phrase-là? Je suis d'accord et pas d'accord. Le truc, c'est que je reviens toujours au naturel, l'historique, la préhistoire, l'homme. Et je pense que quand l'homme chassait, quand il était dans une optique aussi de survie, la douleur était présente de par le froid à l'extérieur, la chaleur, les blessures, on tombe. Et puis ça n'empêchait pas qu'il devait continuer à chasser pour se nourrir. Donc ça fait partie aussi de la vie. Aujourd'hui, je pense que voilà, il faut rester quand même très humble par rapport à qu'est-ce que c'est le réel niveau de douleur acceptable pour le corps et santé. C'est sûr qu'avoir mal, on se dit que c'est pas bien, mais écoute, je me suis jamais autant senti en santé que ça. Je dors super bien, je mange super bien. J'aimais quand même le doute on verra dans quelques années. Le sportif de haut niveau est un individu à part entière. C'est-à-dire que des Mathieu Blanchard, il n'y en a qu'un seul en fait. Et c'est en ce sens que je dis que le sport de haut niveau n'est pas du sport santé, c'est que si on met 1000 personnes et qu'on leur fait subir le même programme que toi, le même ressenti que toi, tu vas en casser 98%. Et il y a peut-être 1% qui vont réussir à être comme toi. Parce qu'ils sont câblés proches de toi. Et c'est là où parfois il peut y avoir, à mon sens, un petit amalgame, c'est qu'on érige les sportifs de haut niveau comme des modèles, mais en fait ils ne sont que leurs propres modèles. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours prendre ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais en comprenant qu'en fait on ne sera probablement jamais de notre vie au niveau de Mathieu Blanchard et sur ses performances et sur son ressenti. J'ai commencé à courir en 2014, ok, j'avais 26 ans. Puis il y a des gars comme, on va prendre le meilleur, Kylian Jornet, il a commencé, il faisait déjà des randonnées, et puis à courir dans la montagne, etc. Même avant ça, à 5 ans. Donc on est en 2023, il y a 30 ans en arrière, quoi. Il a 35. 1993, tu vois. Et puis donc il a progressé. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, là, bien sûr, que ça c'est la courbe de progression. Enfin, c'est le niveau en fait. Moi j'ai commencé là, et puis ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé raide amoureux de ce sport. Tu vois, j'avais jamais eu vraiment de passion dans la vie. J'étais bon un peu partout, mais pas extrêmement bon. Et pas cette sensation de passion, tout ça. Et j'ai commencé à quand même être pas si mauvais en course à pied. Tu vois, je me sentais bon par rapport aux autres sports que j'avais touchés. Et ce que j'ai voulu faire, c'est rejoindre le plus rapidement possible ce niveau-là. Dans ta tête, c'était Kylian Jornet que tu disais ? Je prends cet exemple-là parce que tout le monde le connaît, mais il y en a d'autres. Tu prends un François Daen, c'est pareil, il a commencé assez tôt. Mais dans ta tête, c'est eux que tu visais. C'est eux que je visais, c'est que c'est eux qui m'ont inspiré parce que c'est eux qui avaient produit déjà à cette époque
l'époque du contenu audiovisuel, qui avait écrit des livres. Moi, le premier livre que j'ai lu, l'autobiographie de trail, c'est celle de Kilian Jornet. Donc c'est sûr, c'est la personne que je visais. Puis j'ai fait quand même des courses de trail, courses plus régionales, où je réussissais à faire des podiums. Et j'ai senti que j'avais un potentiel et qu'il fallait que j'essaye de faire quelque chose. Mais Tu te rends compte à quel point c'est ouf ce que tu racontes, Mathieu? Tu te dis à 26 ans, tu choisis le premier dans sa discipline. alors attention, 26 ans, 2014, là je connaissais pas le trail, je savais même pas que ça existait le sport. Là c'était de la route, ok. Et le trail ça a commencé en 2017. Sur ta dernière version de l'UTMB, t'es passé devant Kilian Jornet. Et vous avez fini, il est premier, t'es deuxième. Tu te rends compte de la fulgurance? Mais c'est stratosphérique en fait. Enfin, c'est une histoire comme Ngannou pour prendre un autre sport quoi. Mais c'est une histoire qu'il ne faut pas reproduire. Est-ce Ah que ouais. c'est un sport santé? De là à là, non. Ici, non, ok. Depuis que je suis arrivé là, tu vois, maintenant c'est santé parce que je décharge. Mon objectif numéro 1 dans la vie, c'est de ne pas être blessé. J'ai rajouté du vélo, de la natation, du renforcement musculaire, fait que j'ai une pratique plus globale qui n'est pas uniquement de la course à pied. De 2014 à ici, c'était pas santé du tout, je te le dis, mais depuis, ça l'est, voilà. S'il y a un truc qu'on a en commun, finalement, c'est vachement cette approche essai-erreur. Moi, c'est ce que je dis vraiment dans notre métier. Les périostites, donc j'ai pas deviné la blessure. Par contre, finalement, ça, je l'ai vu quand j'ai vu qu'il travaillait vraiment en anti-blessure là-dessus. Le TFL, je l'ai pas vu. Les tendons d'Achille, je suis complètement passé à côté, mais j'ai vu qu'il y avait un gros bordel en bas. Il y a eu beaucoup de conversations à cause de ça, parce que des fois c'était le droit, des fois c'était le gauche, des fois c'était les deux. Donc j'ai pas réussi à l'identifier, mais j'étais pas loin. Le piriforme, celui-là, je l'ai pas vu. Fracture de stress, je l'ai pas vu. Les chevilles d'entorse, ça, je l'ai vu. Les douleurs, finalement, j'ai pas vu de douleur. Et non, il il y en n'y avait en pas. a aucune. Ouais. Sur les points forts, le haut du corps, je l'avais vu, c'est ce que j'avais dit. J'avais parlé de ses capacités à descendre sur les quadrilles, machin. Qui j'ai mis les quadrilles, mais tu avais raison. Là, c'est vrai que la stabilité des chevilles, des genoux, je suis un descendeur très Et rapide. t'avais pas mis ta connaissance du terrain, mais finalement, on voit que dans ta réflexion, c'est quelque chose qu'on peut deviner. Sur les points faibles, poids, muscle du haut, donc c'est sûr que quand tu additionnes les pecs, les épaules, les triceps. et c'est cette grande cage thoracique. Ouais, c'est vrai, c'était l'apnée et la plongée sous-marine, ouais, t'as bien vu. Ouais. À côté de ma carrière de sportif de haut niveau, je me sens comme un poisson dans l'eau. Tu vois, Ouais. ça, la cicatrice. Ouais. La cicatrice, c'est un coup d'aileron. D'aileron, pas de surf, mais de foil. Ouais. Ça, je l'avais pas vu. Et les mollets, je l'avais pas vu. T'as parlé des genoux, que peut-être j'avais eu des soucis dans les Ouais. genoux, j'en ai jamais eu, zéro, Bah, les genoux, nickel. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais, que c'est que finalement, tu les as adaptés comme ça. Beau diagnostic, t'étais pas trop mal, mais t'as oublié quelque chose que t'avais dit et qui a marché aussi. Ouais. T'en avais des bonnes finalement. Tu m'as parlé à un moment donné, t'as vu que mes pieds étaient un petit peu bleus, Ouais. t'as parlé un petit peu de problèmes de circulation. Effectivement, j'ai des gros problèmes de circulation. Pas dans la vie de tous les jours, en tout cas, je le remarque moins, mais quand je prends l'avion, j'ai les jambes qui doublent de volume au niveau des mollets, des chevilles. Je suis obligé de mettre des bas de contention et c'est limite douloureux. Donc voilà, j'ai ça, je sais pas d'où ça vient, pourquoi, mais en Alors, tout cas, tu souvent, avais raison. 50% des gens qui ont ça, c'est parce qu'ils ont un énorme sexe. Ça te concerne ou t'es. Écoute, suivant, on peut. Et la douleur d'épaule, en fait, celle que je suis venu chercher un peu. Écoute. Et le blocage cervical. J'ai pas de blessure ou de douleur d'épaule, mais c'est vrai que je sais pas si c'est mon volume d'épaule quand je cours, souvent je dois me relâcher parce que ça se tend un petit peu. C'est comme si j'avais des fourmis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je dois souvent faire comme ça pour relâcher cette zone, quoi. Ouais, tu vois, Ouais, ça pas de peut être. blessure, mais Ça quelque chose. on regardera ça, mais ça peut être éventuellement un peu de la coiffe des rotateurs ou une instabilité post qui peut donner ces fourmillements-là. Mathieu, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup. Vous l'avez remarqué, on est passé sur des formats d'analyse un poil plus longs parce que j'ai envie de laisser à mes invités le temps de me raconter vraiment leur histoire, d'aller chercher leurs secrets. Merci pour ça, Mathieu. T'as un peu d'actu éventuellement dont tu voudrais nous parler? Ouais, bien sûr, tu vois, je t'ai parlé beaucoup de blessures et puis c'est des moments, c'est sûr qu'on met souvent le côté bright de la médaille et puis on a un petit peu de mal à parler du plus difficile. Les blessures, les doutes, les séparations amoureuses, les changements de carrière aussi, génial, je sais pas si c'est coureur pro, c'est pas des moments faciles même si on se dit on quitte le bureau, au revoir président, c'est des moments qui sont très difficiles et ça, je l'ai mis sur papier, j'ai décidé de l'écrire, ça fait 1 an que je travaille très fort là-dessus et je vais sortir un livre biographique bientôt cette année, fin mars. Cool, écoutez, si jamais on veut te suivre sur tes réseaux, donc Instagram, t'as ton podcast. Mathieu Blanchard, le podcast saison 1 dans mon bain, qui va peut-être être saison 2, on va voir là, la nouvelle bientôt. Ouais. On met les liens en description évidemment. Pour ma part, vu qu'on parle un peu de nos bouquins respectifs, si vous avez des douleurs de périostite, c'est dans mon deuxième bouquin, Le Grand Guide pour soigner vos douleurs. Le TFL aussi, les tendinites d'Achille aussi. Ne vous faites pas piéger parce que c'est le même protocole que pour les douleurs de croissance. Pour le syndrome du piriforme, ça y est aussi. La fracture de stress, absolument pas parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Les entorses de cheville, ça y est aussi. Donc tu vois, quasiment sur toutes tes douleurs, c'est celles qui sont aussi décrites dans mon livre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à suivre Mathieu, à me suivre moi si vous ne me suivez pas. On se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Si jamais cet épisode vous a plu, tiens Mathieu, est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît? Vous pourrez regarder sur cette vidéo l'analyse de Thibaut InShape pour comprendre le grand droit et juste là, celle avec Greg MMA pour comprendre pourquoi c'est difficile à lire quand quelqu'un ne montre pas ses douleurs en mode poker face. Salut à tous, ciao!